Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 48 où on va parler évidemment du Grand Prix du Qatar qui s'est tenu le week-end dernier. Avec nous ce soir Michel Turcot. Comment ça va Michel ? Bien, de retour du Qatar en pleine forme. Bien bronzé un petit peu. Ouais, bon, la nuit on n'a pas trop bronzé, mais Il faisait frisquet. il faisait un peu frisqué, ouais. Mais bon, il y en a qui ont eu plus froid que d'autres. Accompagné de Thomas Morcellino. Comment ça va Thomas ? Très bien aussi, pareil. Très bien, pareil. Moi peut-être un peu plus fatigué du Qatar, mais ça va. Comment ça se fait ? Je sais pas, peut-être que je travaille un peu plus. Je sais pas. Direct. Fait les folies de son corps, Thomas. Exactement. Dans le désert. J'ai pris quelques coups de soleil par contre sur la tronche, mais voilà. Et Pierre qui est avec nous aussi ce soir. Comment ça va ? Salut Cyril, salut tout le monde. Alors, on va parler évidemment du petit jeu des goodies qu'on a fait. Alors, avec donc Feliwin qui a gagné les goodies avec donc la bécannerie, Thium au coin du pneu, etc. Et aussi Doc Paddock qui nous a offert des comptes pro pour cette année, donc avec Cindy, Yann et Benjamin qui a récupéré donc le compte de Cindy. Et on va parler tout de suite du numéro 48. Pierre, vas-y, je te laisse. Alors 48 comme Shoya Tomizawa, donc c'est un pilote japonais né en 90. Il a fait ses armes au Japon, il fera ensuite 2 wildcards en 2006, en 2007 en 125 cm3. Et il fera une autre wildcard en 2008 en 250 cm3 avant d'intégrer la catégorie du coup 250 sur l'Honda. L'année suivante, de Kiwi finira au 17e au général avec comme meilleur résultat 2 10e places en course à Motegi et à Valence. En 2010, il reste dans la catégorie qui devient le Moto 2. Il passe sur 7 heures où pour l'ouverture de la saison, il gagne au Qatar. Il fait la pole et finit 2e à la course suivante de Rérez. Sa saison est lancée. Au bout de 10 courses, il pointe donc 7e au général. Au Grand Prix de Saint-Marin, alors qu'il est 4e en course, lors du 12e tour, il perd l'arrière de sa moto sur le vibreur dans le virage Curvon, qu'il avait pris un peu large, il chute, et malheureusement à ce moment-là il est percuté à haute vitesse par Scott Redding et Alex De Angelis, qui le suivaient de très très près. Malheureusement il succombera à ses blessures, et puis les drapeaux resteront en berne sur le podium ce jour-là. Donc c'est un pilote qui a été considéré comme très prometteur par beaucoup à l'époque, un des grand pilote japonais de sa génération. Donc voilà, note un peu terne, mais je pense que c'est un numéro 48 à retenir. Bah ouais, quand on fait un épisode 48, on fait le numéro du numéro quoi. Oui, c'est un pilote qui était apprécié, qui roulait dans l'équipe de Fred Corminboeuf et d'Alain Bronek à l'époque. Ils étaient ensemble dans le même team, et donc c'était un pilote apprécié. Après, les rumeurs disent qu'il avait déjà durant la saison 2010 signé en MotoGP pour la saison d'après. Ouais. Après, c'est ce qui se dit. Je sais pas si ça avait été, si c'est la légende qui veut ça, mais bon. Et effectivement, c'était un pilote qui était apprécié de tout le paddock. Ouais, je l'ai côtoyé comme ça, mais sans plus. C'est pas un des pilotes que j'ai le plus, avec lequel j'ai le plus partagé, on va dire. T'as oublié un 48 ? En fait, un 48 qui a changé de numéro, qui a fait sa première course en mai 2002 à Rérez en 125. Il courait cette année-là avec Bautista et Chase Davis qui étaient derrière lui, et c'est Lucio Cecchinello qui avait gagné cette course. Alors, est-ce que vous avez trouvé de qui il s'agit ? C'est un Georges Laurent. Voilà, ouais, il y aura Lorenzo. Ah, il a changé de numéro lui aussi. Il a couru avec le 48, donc jusqu'en 2008, prend le 99 en 2009. Et quand même, avec le 48, 22 victoires et 44 podiums. Bien vu, je l'avais double champion du monde Moto 2. Enfin, 250, pardon, je corrige. Il n'est pas seulement un grand pilote, c'est un champion. C'est aussi un champion. Et donc il prendra le 99 un peu plus tard, ce qui nous laisse 2 ans encore pour préparer son vrai numéro du numéro. On va parler un petit peu des news, Pierre. Bon, en MotoGP, on a eu une interview un peu surréaliste avant le Grand Prix du Qatar. Ouais. Laquelle Pete Bearer. C'était pendant la FP1, ouais. De KTM. Qui a mis un coup de pression à Zarco avec une interview où il déclare je pensais que Zarco s'adapterait plus vite à la KTM. Ça sortait un peu de nulle part juste avant le premier Grand Prix de la saison. Voilà, je sais pas trop quoi en penser. Je te sens dubitatif. Oui, après, on verra le week-end qui va se passer. Je
pense qu'il vaut mieux regarder les 14 secondes qui les séparent de la tête plutôt que de regarder ce qui sépare Zarco de Espargaro. Mais bon, après, il choisit. Hein. C'est lui le chef, c'est pas moi. Hein. Ouais, c'est un peu la méthode autrichienne. Ils s'y connaissent sans pression. Ouais, ils ont fait. Enfin bon, ouais, c'est une façon de voir les choses et c'est un peu l'arrogance de la maison KTM, je trouve. Je pense qu'il ferait bien d'avoir un peu plus d'humilité eu égard à leur potentiel actuel. Ouais, donc le GP du Qatar est confirmé au programme donc jusqu'en 2031, surtout comme course d'ouverture de la saison, ce qui est quand même un événement toujours prestigieux et attendu par tous les fans. Donc voilà, jusqu'en 2031, c'est quand même aussi peut-être l'un des grands prix qui est confirmé sur la plus longue durée. Je pense que c'est le Grand Prix qui rapporte le plus à la Dorna. Aussi, ouais, c'est possible. Voilà. Bon, je crois que c'est un peu plus de 10 millions, entre 10 et 12 millions d'euros l'événement, donc je pense que s'ils avaient pu le signer pour les 300 années à venir, ils auraient pas le chèque tout de suite. Donc voilà, ils seront toujours le premier Grand Prix de nuit. Et le Superbike devrait terminer aussi de manière un peu pérenne sa saison au Qatar. Ils sont en clôture depuis maintenant 3 ou 4 ans. Ouais, c'est ça. Avant c'était Manicourt. Après, donc, il y aura des essais qui vont être organisés donc en Finlande, puisque l'année prochaine ça va être au calendrier. Donc ils vont être au calendrier. Ouais. Donc il y a les pilotes essayeurs et les teams qui sont conviés sur la trêve estivale de cet été. Et le Mexique aussi, où il devrait y avoir des essais cette année. Ouais, ça va être confirmé pour l'année prochaine. Mais ça devait l'être cette année. Enfin, il y a une grosse volonté de Carmelo Ezpeleta d'avoir un Grand Prix au Mexique et voilà, donc le circuit a été modifié. Et on peut imaginer qu'en tout cas il y aura des essais cette année. Mais voilà, je pense que la volonté de la Dorna, c'est qu'il y ait on est toujours une course en Amérique du Sud, mais qu'elle soit plus forcément, enfin là ça sera en l'occurrence en Amérique centrale, mais je pense que le Grand Prix d'Argentine est lui un peu menacé, parce qu'on parle aussi d'un retour du Brésil au calendrier. A priori il y a un nouveau circuit là, qui vient d'être terminé du côté de Rio. Voilà, donc ça bouge un peu en Amérique du Sud là. Ouais, surtout de bouger un petit peu, d'avoir plus de plateformes continentales, pas uniquement Austin aux États-Unis, enfin Austin et l'Argentine, mais d'avoir un peu plus de circuits aux États-Unis. En l'occurrence, le Brésil, c'est un gros marché pour les constructeurs. Enfin, en tout cas, un marché nettement plus important que l'Argentine. Ouais. C'est étonnant parce qu'on sait que dans le même temps, la Formule 1 risque de perdre son Grand Prix du Mexique. Parce qu'ils ont des problèmes de financement, notamment. Donc, je sais que ça n'a rien à voir, c'est pas le même circuit. Mais... Ouais, c'est pas non plus les mêmes budgets, donc voilà. En tout cas, Ezpeleta a eu un gros coup de pression cette année aux pilotes. Enfin, les pilotes voulaient pas en entendre parler parce que c'est un circuit a priori qui est pas vraiment au top quoi en termes de sécurité. Bon, on sait que la sécurité c'est quand même une priorité pour Ezpeleta, ça a toujours été, donc ça on peut pas lui reprocher d'envoyer les pilotes au casse-pipe, mais bon, apparemment il y a une vraie volonté de Carmelo d'aller au Mexique. Alors pour quelle raison, j'en sais rien. Est-ce qu'il a des liens particuliers avec le promoteur là-bas, on peut l'imaginer, mais voilà, il a insisté personnellement pour que les choses bougent là-bas et qu'il y ait des tests. Tu nous donnes un petit peu la suite des news ? Ouais, donc on a Loris Baz qui sur son compte Twitter a confirmé qu'il roulerait bien dans un championnat mondial en 2019. Et cette annonce, 4 jours après, on avait le team Tenket qui a confirmé qu'il allait revenir en World SBK donc dès cette année. Par contre, ils n'ont pas annoncé les pilotes ou la marque de la machine ni la date de retour. Mais bon, quand on recoupe les deux informations, on a l'impression que ça fait sens que... Je crois qu'ils ont annoncé une conférence de presse à Assen où ils vont dévoiler la totalité. Bon bah voilà, on en saura plus à ce moment-là quoi. Tu te mouilles pas. Si, j'avais une petite news super importante. Donc Andrea Iannone a sorti son parfum. Super. Donc faut savoir qu'il n'y a que 29 exemplaires comme son numéro et que ça coûte plus de $500 la bouteille. Donc, ah ouais, quand même. Avis aux amateurs. Bon, je citerai pas la marque parce qu'on n'est pas payé. Hein, donc, parce que Obao et Tahiti Louche quoi. C'est ça. Mais voilà, avis aux amateurs de parfum. La petite news du jour quand même. On va parler un petit peu de ce qui s'est passé à Rérez donc aux essais de Moto-E. Ouais. Donc hier ils ont roulé Moto-E, il y avait les Français qui étaient pas mal classés. C'est Mike Di Meglio qui a mené la séance devant Randy Depuignet en début de journée qui était fort. Malheureusement cette nuit il y a eu un incendie qui s'est déclaré dans les paddocks Moto-E. Quasiment tout le matériel est parti en fumée, donc aucun blessé à déplorer. Et par contre tout le matériel envolé, donc
D'ores et déjà, les tests sont finis, les tests d'avril sont annulés et la première course qui devait avoir lieu le 5 mai à Rérez est aussi annulée. Ouais. La Dorna a confirmé que la saison aurait quand même lieu. Potentiellement, ça commencerait au Mans, puisque c'était la date d'après au calendrier, donc on verra si c'est maintenu au Mans. Dans tous les cas, ça reste le calendrier, donc ils ont quand même prévu de rouler. Ils ont maintenu le championnat, enfin la coupe. Ouais. Ils vont la faire avec. C'est un peu compliqué, quoi. Tu parlais de Thomas. Non, Nicolas Goubert. Nicolas Goubert, Ouais, l'ex-patron de Michelin Compétition qui a été recruté pour s'occuper de ce championnat. Donc on peut imaginer qu'il a un peu la tête au fond du trou aujourd'hui. Parce que voilà, tout a brûlé, les motos, le matériel, les générateurs, tout ça. Donc les chargeurs. Energica, c'est pas une grosse boîte non plus, donc il va falloir reconstruire tout le matériel en fonction des sous-traitants, etc. Ça risque de prendre un petit moment, donc voilà, je pense que le calendrier va être dépendant de cette affaire, quoi. De la capacité à pouvoir produire le matériel qui a été détruit. Ouais. Précision de la Dorna, apparemment les motos n'étaient pas en charge au moment où ça a pris feu. On passe sur le Grand Prix Grand Prix du Qatar. Ouais. Alors vite fait, donc on va reprendre rapidement les essais et les grilles. Donc en Q1 de Moto3, on retrouve 15 pilotes donc en Q1. Donc les 4 plus rapides rejoindront les 14 pilotes les plus rapides donc sur les FP précédentes, qui sont directement qualifiés en Q2. Alors les deux sessions font 15 minutes, donc ça c'est le nouveau format Moto3, Moto2. En Q2, session à 18. Alors ça semble assez stratégique pour choper l'aspiration quand même. Je sais pas si sur place, comment vous l'avez vu, ça ressemblait un petit peu aux anciennes, sauf qu'ils étaient un petit peu moins nombreux, quoi. C'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Sauf qu'ils sortent beaucoup plus tard aussi, ça c'est comme on remarque. Ouais. Sur les 15 minutes, ils sortent dans les 8 dernières minutes par rapport aux Il y a stratégies qu'on peut voir en MotoGP. En GP, ils sortent pour faire, on va dire, une première assurance exact, et puis de après, temps. là en Moto2, Moto3, ils sont sortis très très tard. Ouais. Ce qui est étonnant. Ouais. Donc on faudra voir les stratégies après qui se mettent en place. Mais Donc on a eu Canet en pôle devant Dalla Porta et Toba, McPhee 4, Antonelli 5 et Arenas 6. En Moto 2, donc on a Marini qui passe par la Q1 mais s'en sort accompagné de son coéquipier Boulega. En Q2, c'est Marcel Schroeter qui fait le meilleur temps devant Vieret et Baldassari. Donc c'est la première pole pour l'Allemand en 158 courses. Et en GP, donc samedi, on a eu une grosse chute de Lorenzo, donc qui a pris un gros high side, et on a appris mardi que s'était fait une côte, donc, ce qui a expliqué un petit peu la fin de week-end un petit peu compliquée, on va dire. Dedans, ouais. En Q1, donc on a Rossi, Lorenzo, Crutchlow, Iannone, Zarco, et c'est Cal et Crutchlow et Nakagami qui vont passer donc en Q2. Rossi partira 14e, Lorenzo 15e, Zarco 21e. En Q2, il faudra attendre la fin de session donc pour voir les temps tomber, un petit peu comme d'habitude. Donc Vignales signe la pole, suivi par Dovi et Marquez, Miller 4, une très belle position pour Quartararo, donc qui va se placer 5e sur la grille. Crutchlow 6. Ouais. Vous avez quelque chose sur les qualifs ou sur les FP belle prestation de Quartararo par exemple. Oui, Fabio a fait il a confirmé ce qu'il avait réalisé au test, où il avait fait le deuxième temps. Après on a eu des problèmes d'usure de pneumatiques pour Rossi, pour Marquez aussi, mais lui ça l'a pas pénalisé. Après la problématique du Qatar, c'est une séance l'après-midi, une séance le soir, avec des gros écarts de température à la fois de l'air et surtout au sol. Donc des FP1 et des FP3 qui permettent pas vraiment de travailler en conditions pour ce qui va compter, course et qualif. Donc voilà, c'est encore une fois, non seulement c'est le premier Grand Prix, mais en plus c'est un premier Grand Prix qui se dispute dans des conditions très particulières. Donc c'est pour ça que de manière générale, il faut prendre un peu avec des pincettes les conclusions que certains pourraient tirer hâtivement. Hâtivement. C'est assez récent qu'en fait les qualifs se passent aussi sur... Enfin, pas que les qualifs, mais que les FP1 commencent le vendredi. Il y a 3 ans, ça commençait le jeudi au Qatar, non ? Ouais, ils avaient délayé ça, le programme était délayé avec une première séance d'essai libre le jeudi soir, après on avait les warm-up aussi qui étaient le samedi soir. Ouais. Enfin, c'était un peu... De toute façon, la problématique de la soirée complique. Il n'y a pas de solution idéale. Ouais. À moins de faire un Grand Prix pendant une semaine, quoi, avec seulement une séance par jour à l'heure H. Mais bon, ça paraît un peu compliqué, quoi. Chose à rajouter sur non, le du FP, tout. non, Pas du tout. tout. Donc on passe aux courses. On a vu Iannone chuter pendant les FP, et en fait ce qui est intéressant, c'est pas du tout Iannone qui chute, ça à la limite on fiche, c'est
la petite communication de Redding sur Instagram où on sent le troll. En gros, il se réjouit plus ou moins de la chute de Yannone qui l'a remplacé chez Aprilia, on s'en souvient. Donc voilà, non mais C'est toujours fair c'est play. le fun fact, c'est la bonne ambiance. On va passer aux courses rapido. Donc on va faire la course résumés. Moto 3. Ouais. Donc Canet était en pôle, il garde la tête de course en emmenant Dalla Porta, Arbolino et Arenas. On va avoir Fenati qui se replace bien d'entrée à la 6ème place. On va avoir une chute dans le premier tour qui va emmener Yurchenko, Boussamos, Sasaki et Mazia. Et Binder qui va chuter donc le tour suivant. On va avoir aussi une chute qui va impliquer Masaki, Suzuki et Foggia. Toba et Antonelli viennent se montrer en tête de course. À 10 tours de l'arrivée, on va avoir Fenati qui va prendre un petit peu les commandes de la course. Et on retrouve quand même beaucoup de vieux briscards aux avant-postes, sauf Vietti qui fait un petit peu, on va dire... Tâche. Non, il fait pas tâche. Non, c'est mais bien, dans le il sens, se montre... parmi non, ces mais vieux non. briscards, Parmi les vieux briscards, attends. Et à 4 tours de l'arrivée, Fenati reçoit un avertissement. Je pense qu'ils ont un dashboard aussi en Moto 3. Bien sûr, Ouais. ouais. Tout à fait. De dépassement de limite de piste et comment dire, il prend directement le tour long pensant que c'était une pénalité et en fait non, il n'y avait pas de pénalité, donc en fait il prend le long lap. il se replace à la 12e position. Donc Dalla Porta, Toba, Ramirez et Canet vont entamer le dernier tour en tête. Va y avoir quand même une grosse bagarre dans le dernier tour et Toba va s'imposer devant Dalla Porta et Canet. Donc Canet qui court cette année dans le team de Biaggi. Ramirez 4, Vietti 5, donc qui est quand même bien placé pour un petit jeune, et Arenas 6, Fernandez 7, Antonelli 8 et Fenati qui remonte quand même à la 9e place. 9e place. Ouais. Petite course Moto 3. La chose à souligner, c'est que ça fait du bien de voir un pilote japonais gagner, puisque c'était pas arrivé depuis 2007. J'ai fait quelques calculs aussi, c'est aussi le deuxième pilote japonais le plus jeune à gagner une course en Grand Prix, donc c'est aussi intéressant de voir que les jeunes talents asiatiques arrivent en Grand Prix, enfin en tout cas performent. C'était qui le premier, si je peux me permettre? C'était Tsujimura. Et ensuite on voit Lorenzo Dalla Porta qui confirme un peu ce qu'il a fait en fin de saison dernière. Donc il avait accédé à la victoire à Saint-Marin, et c'était aussi c'est à noter aussi, bon c'est un truc un peu particulier, mais que Dalla Porta est le seul pour l'instant champion du monde junior à avoir gagné une course en Grand Prix. Donc on voit des Bulega, on a des Foggia, mais du coup qui n'ont pas encore accédé Qui n'ont pas encore concrétisé. Exactement. Ouais. Donc voilà. Donc c'était une belle course et pareil, encore un top 15 très serré. C'est un top 15 qui rentre dans les top 10 des top 15 les plus serrés en Moto 3. Même de l'histoire, tout simplement, dans n'importe quelle catégorie. De toute façon, dans les top 10, il n'y a que des courses Moto 3 et 125, donc voilà, c'est très rapide. Voilà, donc une course habituelle, surtout au Qatar, avec le phénomène d'aspiration qui permet de resserrer le groupe à chaque tour. Donc voilà. Non, c'était une belle course. C'était une belle course, et c'est vrai qu'on revoit le retour de Fenati et on voit qu'il est. Fenati en forme. Exactement. Donc après, effectivement, il a fait commis une petite erreur en croyant que c'était quasiment une sanction, et donc il est parti sur le long lap, pardon. Mais bon, vaut mieux prévenir que guérir dans son cas surtout. Donc voilà. Alors, il aime bien le Qatar, Fenati. Il a gagné, me semble-t-il. Non, en 2012, sa toute première course, il a terminé sur le podium. Donc c'est vrai qu'il avait fait. C'est ça dont tu parles. Ouais, enfin il était. Je me souviens qu'il était. Il se battait aux avant-postes, il se battait pour la victoire, et sa première course qu'il gagne, c'est juste après, c'était à Jerez. Donc c'est un. Voilà, ça lui a Une toujours course qu'il réussi. aime bien, Ça lui a toujours réussi. circuit qu'il aime Tout à bien. fait. Mais là, je pense que pour le long lap, on en parle après ou tu vas en parler maintenant? Ouais, tu peux en parler maintenant. Je pense qu'il voulait vraiment se faire petit par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière, et tout de suite il s'est dit bon, je fais le long lap tout de suite, parce que normalement il a 3 tours pour l'effectuer. Oui, je crois que c'est ça. De toute façon, comme... Il s'est lancé tout de suite dedans alors que c'était pas forcément nécessaire, mais je pense qu'il voulait pas se faire remarquer à nouveau. Passe au Moto 2. Alors donc on a un bon départ de Vieret qui prend la tête. Marini et Lutti se ratent et perdent des places. Tu parles espagnol couramment, dis donc. Tu trouves? Parce que il y a peu de gens qui se viraient. Et mon nom, c'est... Bon, je vais pas dire mon nom à la radio. Ah ouais. Mais, T'as mon peur nom de est recevoir espagnol. des menaces d'amour. Ah, des lettres d'amour, c'est autre chose. Donc on a une grosse chute au premier virage qui implique Navarro, Bulega et Lecona. Bezecchi va chuter au virage 6 mais peut repartir. Donc Baldassarri prend la tête très rapidement au second tour sur Vieret, et le rookie Jack Dixon à ce moment-là va chuter. Donc la course devient alors assez classique pour la catégorie à ce moment-là. Baldassarri va prendre un petit matelas d'avance d'une demi-seconde sur ses poursuivants. Lutti, par contre, lui de la 9e position, va commencer une remontée. Les positions sont assez fixes. On a Baldassarri, Schroeter, Gardner, Lutti, Fernandez, Marquez, Lowe et Marini qui se suivent, plus ou moins. Peu de dépassement.
L'outil en forme continue à pousser dans le dernier tour et il arrive à revenir à hauteur de Baldassari. Alors que c'est aussi serré pour la 3e place entre Rémi Gardner, l'Australien, et Schroeter. Pour les 2 duels, du coup, ça se joue dans le dernier virage et sur la ligne d'arrivée, vraiment dernière ligne droite. Donc c'est Lorenzo Baldassari qui finit vainqueur devant Thomas Luthi pour 26 millièmes. Et Marcel Schroeter finit 3e devant Rémi Gardner pour seulement 2 millièmes. Donc là, c'était vraiment serré sur la ligne. Donc beau finish. Les autres têtes d'affiche, j'ai noté les noms les plus attendus. Donc Klaus finit 6e, Marquez 7e, Marini 8, Vieri 10 et Binder 12. Voilà, des remarques sur la catégorie. Ouais, course classique d'ancienne génération Moto 2, j'ai tendance à dire. Ouais, c'était quand même une grande première, hein, cette photo de première course avec des moteurs Triumph. C'est ça, exact. Donc, première victoire Triumph entre guillemets. Quoi. Première, c'est ça. bien Thomas. Ouais, donc on voit. Ce qui a fait plaisir à nos amis suisses, c'est de voir Luthi devant. Donc je pense que finalement le passage en MotoGP, je pense qu'aujourd'hui la Moto 2 est plus proche du MotoGP qu'elle ne l'était auparavant avec les moteurs 4 cylindres la 600 CBR. Donc est-ce que ça a aidé Luthi? Je sais pas. Love, ça a été pas mal aux essais aussi, un peu moins bien en course, mais en tout cas on voit que les pilotes qui reviennent du MotoGP sont plutôt pas mal, ce qui n'a pas été forcément le cas avec sur les années précédentes, c'était plus des années de galère. C'était quand même Hernandez, c'était l'année dernière, il a galéré aussi. Oui, mais après je pense que c'est, pour sa défense, je pense que c'est une moto qui la KTM lui correspondait pas, et c'est vrai que là on voit direct les essais qu'il a fait avec la Kalex. Dès qu'il a du feeling avec l'avant, je pense que c'est dès qu'il a du feeling avec l'avant, c'est quelque chose qui lui plaît. Ouais, Marquez 7e. Et il est pas tombé. Mais non, c'est sûr que Marquez, on l'attend plus proche des avant-postes. Après, c'est sûr qu'il figure parmi les favoris pour le titre logique. Après, voilà, c'est sûr que là. Mais au même titre qu'un Marini ou un Binder, mais c'est vrai que c'est. Après, c'est la première course. Oui, voilà. Exactement. Il faut le souligner. Il faut attendre généralement le mois de mai pour commencer à se faire une idée un peu plus précise de qui va briller le titre et qui va entrer dans le rang. On attend toujours Le Mans. Ouais, mais c'est vrai que Le Mans c'est un peu le point clé. D'ailleurs, Deauville on parlera du MotoGP ensuite, mais Deauville a rappelé quoi. Attendons Le Mans pour voir un peu mieux les forces et les faiblesses des uns et des autres quoi. Là, c'est vrai que le Qatar, le circuit est spécial, les conditions le sont également. Les 2 courses à suivre, c'est pareil, hein, l'Argentine, le Texas, c'est des circuits un peu particuliers. C'est vrai que les tests juste avant en plus qui se rajoutent. 3 jours de test. Ouais, et donc on va attendre le mois de mai pour reparler de tout ça. Mais grosse domination de Kalex quand même, qui a bien préparé la motorisation Triumph. Ouais, effectivement, là on voit 10 Kalex dans le top 10, je crois que c'était pas arrivé depuis la course à Valence en 2016. Donc oui, effectivement, la première non Kalex, c'est DJA en 11e position. Ça, on peut imaginer que chez KTM, l'effort aujourd'hui, il est sur le MotoGP. Exact. Et que forcément... le Moto 2 en pâtit complètement. Ouais. Enfin, c'est évident. Hein. Les premiers châssis étaient pas dans ça fonctionnait pas. Il y a eu une nouvelle mouture qui ça n'a pas l'air encore très satisfaisant. Donc voilà, c'est à courir tous ces lièvres là. C'est même s'il y a des moyens, s'il y a Red Bull derrière, c'est à un moment donné en termes de ressources humaines, on est quand même au taquet là. Ouais. Je vais peut-être poser une question bête, mais c'est pas Kalex qui a commencé à travailler avec Triumph d'abord, pour finaliser un prototype, on va dire, avant d'avoir des spécifications autres vers les... Très bonne question. Oui, effectivement, on a vu Kalex sortir en premier avec Raffine, je me souviens, l'année dernière. Mais Folger même aussi, il me semble que c'était... Oui, effectivement, Folger, mais je crois que c'était plus tard. Je crois que Raffine était le premier à être sorti. Non, mais après on peut imaginer que n'importe quel constructeur qui voulait s'engager avec Triumph a déjà travaillé, avait déjà les cotes. Mais bon, là on est à un niveau championnat du monde, donc je pense que là tous les constructeurs qui veulent s'engager sont déjà... Ouais. Après Kalex, c'est son cœur de métier, on va dire, hein, le châssis Moto 2. Donc forcément ils veulent pas laisser... Ils veulent pas perdre leur marché, donc voilà, ils sont focus là-dessus, contrairement à KTM qui est aujourd'hui le focus, c'est le MotoGP. Après, course galère pour Bezzecchi, quand même, qui est fini très très loin. Bezzecchi, on peut voir déjà qu'il a quand même souffert pendant les essais, même pendant les
pendant les tests, et ensuite pendant les essais, il a chuté plusieurs fois, il a quand même plié plusieurs KTM. Donc c'est vrai que l'adaptation est un peu plus compliquée, comme on peut le remarquer par rapport à Martin. Martin, lui, s'est adapté beaucoup plus rapidement, même si on se souvient, sa deuxième sortie en piste, il s'est cassé le bras et la jambe, mais bon, voilà, pareil, encore, il faut pas tirer de conclusion hâtive, on est sur que le premier Grand Prix. Oui, et puis voilà, il a besoin d'un peu plus de temps. Pour l'instant, il pilote trop Moto 3, quoi. Ouais. Comme une Moto 3. Et en plus, aujourd'hui, je pense que c'est avec le moteur Triumph, justement, il faut piloter de manière à relever la moto plus vite en sortie de virage pour accélérer. Donc, c'est un pilotage est assez et plus. Il y a plus d'écart avec le Moto 3 aujourd'hui que c'était le cas par le passé avec le Moto Honda, je pense. Enfin, en tout cas, c'est à ce qu'en disent les pilotes. Hein. Donc du coup, la grosse marche, elle va être entre le Moto 3 et le Moto 2 maintenant. Bah, disons que c'est un peu plus équilibré. Je pense que avec le moteur Triumph, le Moto 2 était... voilà, c'est plus une marche intermédiaire, ça retrouve un peu son sens. Quoi. Ce qui est plutôt bien. Quoi. Ouais, bah oui. J'étais étonné de la performance de Rémi Gardner. Autant voir Baldassarri, Lutti sur le podium, c'est moins étonnant, ou Schroeter. Mais c'est vrai que Rémi Gardner, il a jamais trop joué les avant-postes. Si, il a fait de belles courses avec Tech 3. Puis voilà, je pense qu'en plus, c'est un pilote assez agressif et qui, je pense que le moteur, au-delà du châssis Kalex, on va pas comparer le châssis Kalex au châssis Tech 3, mais je pense que le moteur, l'utilisation du moteur, convient mieux à son pilotage. Exact. C'est le fils de son père, ne l'oublions pas. Juste rajouter un petit truc, à une panne entre guillemets mécanique à déplorer pendant cette course, c'est juste Chantra qui a souffert d'un problème d'embrayage, donc ça montre quand même que le moteur Triumph est abouti, et c'est bien quoi. Il y a quand même eu pendant les tests un petit peu des soucis. Hein. Oui, tout à fait. Un peu des inquiétudes sur la fiabilité des moteurs. Est-ce que la boîte de vitesse est fournie par Triumph aussi? Je pense que c'est le moteur, c'est un moteur complet. Il n'y a que l'embrayage qui doit être du FCC. Exact. Comme était sur les Honda. C'est du FCC. On va passer à la course MotoGP. Donc le premier coup dur sur la grille, il est pour Quartararo qui cale et qui Oliveira aussi. Ouais, Oliveira aussi. Oliveira va pouvoir repartir, mais Quartararo va repartir des stands, donc tout le bénéfice de la belle qualif s'envole. On a Dovi qui part bien avec Miller. À l'opposé, Vignales loupe un peu son départ. Un peu Dès le deuxième tour, donc Miller va arracher sa mousse de sel. On va avoir Rins qui va animer la course et prendre la tête pendant quelques virages. On va avoir beaucoup de dépassements quand même dans le groupe de tête entre Dovizioso, Marquez, Rins, Crutchlow et Petrucci. Donc un peu décroché quand même Rossi, Vignales et Mir. Et dans le dernier tour, on va avoir une copie de l'année dernière où Marquez va tenter d'attaquer Dovizioso sans y parvenir à prendre l'avantage de manière certaine. Oui. Et c'est donc le pilote Ducati qui va gagner encore. Ouais. Dovi Forza. Devant Marquez et Crutchlow. Donc qui fait quand même un sacré podium, l'anglais. Ouais. Étonnant par rapport au niveau qu'il avait affiché cet hiver, quasiment pas roulé quoi, blessé, grosse opération de la cheville, on le sait. J'en dis que la Honda a bien progressé. Ouais. C'est surtout ça qu'il faut retenir parce qu'effectivement Crutchlow depuis le mois d'octobre il est blessé, il a quand même eu une vraie sale blessure. Il a même cru à un moment donné qu'il aurait du mal à remarcher, il s'est demandé s'il allait continuer à courir. Donc peu d'essais cet hiver, aucun essai au mois de novembre, il revient à Sepang, il roule peu surtout avec le nouveau moteur Honda, ce qui veut dire que la moto elle est pas prête au Qatar quoi. En tout cas ils n'ont pas une base qu'ils connaissent, ils sont sur des réglages un peu à l'à peu près. Et puis Cal fait une super course et c'est peut-être, je vais pas dire l'exploit du week-end, mais en tout cas une vraie performance pour Cal. Et là, la prochaine course en Argentine, on se rappelle ce qu'il a fait l'année dernière. Il a déjà gagné là-bas, donc on va voir ce que ça donne. Mais c'est vrai il a fait un super Grand Prix là. Après, je pense que d'une manière générale, Bradle a bien bossé cet hiver pour Honda, parce qu'avec toute l'équipe de bras cassés de pilotes. Michel a pas l'air d'accord. Non, j'ai vu une grimace, une fin de l'œil. Non, je rigolais. Non, Bradle, oui. Il a enchaîné les tours en tout cas, Bradle.
Oui, il a enchaîné les tours. Bon, on a aussi la 5e place de Rossi à noter. Ouais. Petrucci 6, c'est un peu décevant. On espère un top 5. Si. T'es déçu toujours dès que t'es un Ducati qui est pas sur le podium. Non, un top 5, parce que Petrucci 6, même chez Pramac, il finissait 6ème, quoi. Bah, Petrucci, il était pas. Il s'est fait un peu embrouiller aux essais, il était pas super bien sur la grille non plus, donc voilà, je pense que ça a joué, quoi. En tout cas, il était. Je pense qu'il y a beaucoup de pression sur lui aussi. Voilà, c'était sa première course pilote officiel, il fallait pas faire de conneries, on va dire. Ouais. Et voilà, il a fait le boulot. Je pense que Danilo, il va être là. Après, bon, voilà, aujourd'hui, son rôle, c'est quand même d'épauler Dovi. Faut être réaliste. Tu regardes un peu ses chiffres au Qatar, c'est pas sa course préférée. Il a beaucoup souffert de panne mécanique, je crois 3 fois ou 2 fois d'affilée. Même après, je crois qu'il a manqué plusieurs courses, en tout cas une, parce qu'il s'était fracturé le poignet pendant l'hiver. Donc c'est pas là qu'il performe. Voilà, c'est pas sa piste. Non, pour l'instant non, en tout cas non. On parle de qui? On commence par quoi? Bah je sais pas, on suit la suite, hein, c'est-à-dire Yamaha, destin croisé. Ouais, bah du coup Rossi, super course. Bon, Ouais. On connaît le bonhomme, hein, c'est un homme du dimanche. Mais j'étais quand même je redécouvre Rossi, quoi. Non mais la saison dernière, c'était vraiment une saison dedans. Il était toujours présent, mais pas aussi flamboyant. Là, j'ai vraiment trouvé flamboyant, même s'il finit pas sur le podium. C'est-à-dire une course solide, des dépassements, et vraiment qui va chercher, quoi. Alors que dans l'autre sens, Viñales, il a perdu le bénéfice de sa pole, d'accord, mais il a une moto qui semble rouler. Il se contente d'un top 7. Voilà, il a encore perdu le moral, encore en train de bouder dans son casque, je sais pas. Ouais, bah il a raté. Voilà, il est passé à côté de la course. Alors lui, il explique par le fait qu'il va vite quand il est seul en piste et que c'est plus compliqué dès qu'ils sont en paquet. Ce qui est un peu inquiétant parce que. Mais bon, c'est vrai que. Enfin, j'ai répété plusieurs fois, j'ai l'impression d'entendre Lorenzo, mais c'est vrai que c'est le discours type de Lorenzo, quoi. C'est-à-dire, je pars devant. Je roule comme je veux et je m'en vais, et par contre s'il y a des mecs autour de moi, je peux plus rouler comme je veux et j'y arrive pas. Donc là, gagner un championnat en voulant rouler seul, ça va être très difficile. C'est compliqué, hein. Faut faire de la course de côte, quoi. C'est pas mal comme idée, ça. On va lui soumettre. Moi, ce qui me gêne dans ce qu'il dit, c'est que il s'appuie sur des remarques techniques, c'est-à-dire voilà, dès que je veux freiner tard et sur l'angle, j'ai peur, j'y arrive pas, etc., etc. Et Rossi y arrive, quoi. Enfin, ils ont des pilotages complètement différents. Alors c'est vrai qu'à priori Yamaha a quand même rectifié le tir au niveau du moteur, qui posait un petit problème l'an dernier en termes de traction, du genre de pneus de patinage. Donc là, ils ont moins parlé de ça. Ils sont plus à parler encore d'un petit peu d'un manque de performance moteur par rapport aux Ducati et Honda qui ont bien progressé. Bon, là encore, c'est pareil, c'est un peu tôt. Il faudra laisser passer quelques courses pour voir un petit peu comment ça se gère avec le temps. Mais en tout cas, on voit qu'avec Fabio, qui a pourtant un moteur qui pédale un peu moins, il a fait des super essais, il était constant, régulier. Même Morbidelli qui a été un petit peu moins bien ce week-end que ce qu'on aurait pu imaginer, est performant. Enfin, la Yam, ça reste quand même une très bonne moto, quoi. Ouais, sans oublier que Fabio signe le meilleur tour en course au 3e tour, donc voilà, la moto marche, même avec 500 tours de moins, quoi. Putain, je voulais dire un truc, j'ai oublié. C'était sur Rossi, mais il a eu 40 ans, bon anniversaire. Non, c'est pas ça. Non, mais il finit qu'à 6 dixièmes, quoi. Il est pas loin, quoi. Ah bah carrément. Et puis il part 14e quand même. Bah oui, il part 14e. Et moi j'ai regardé un petit peu la course 2 fois, et la première fois j'avais pas vraiment regardé ce qu'il faisait parce que j'étais focalisé un petit peu sur ce qui se passait devant. C'est vrai qu'il peut pas jouer la gagne. Il est toujours en queue de peloton, un petit peu comme Viñales et Mir, un petit peu sur la fin de course, mais il est pas loin, quoi. Au bout du compte, il est pas loin, quoi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, partir loin en MotoGP, c'est un handicap. C'est plus qu'un handicap. C'est voilà, et pour rejoindre les premiers, il faut taper plus dans les pneus. Et voilà, aujourd'hui, Dovi et Marquez l'ont répété, la course, elle s'est jouée sur un rythme assez lent parce que tout le monde est là à essayer d'économiser ses pneus pour les derniers tours. Donc être obligé de taper dedans au début pour faire son retard, c'est mort. C'est ce que d'ailleurs a éprouvé
Fabio. Ouais. S'il était parti correctement, il aurait, je pense, fait un top 6 sans trop de problèmes. Ah ouais. On va dire qu'il finit 8ème, donc il avait le rythme pour lui, mais là voilà, il a pas pu rester sur son rythme parce que pour recoller en partant, il a attaqué plus que il se fait le record du tour au 3e tour, donc il doit vraiment attaquer au début pour recoller au peloton parce qu'il part après, bien après tout le monde. Et à partir de là, il sait qu'il sacrifie sa fin de course. Ouais. Mais c'est vachement prometteur pour la suite parce qu'il y a quand même. Voilà, mais encore une fois, aujourd'hui, un Grand Prix se joue sur la grille de départ. La position, partir au-delà de la 2e ligne, ça devient vraiment compliqué. Ouais. Sauf cas exceptionnel. Et voilà, après, c'est de la gestion de pneumatiques. Les motos sont tellement proches, le niveau des pilotes est tellement proche que voilà, c'est vraiment les pneus aujourd'hui qui. Enfin, l'utilisation des pneus qui va faire la différence sur la fin de course. On a pu le voir l'année dernière, notamment Lorenzo qui adore partir tout seul en tête. Il enchaînait les tours rapides au début de course et il était devant, et puis au bout de la moitié de course il commençait à perdre du terrain et à la fin il n'avait plus de pneus, quoi. Je pense que c'est plus l'année d'avant encore. Ouais, les cavaliers seuls de Lorenzo, on en verra plus, quoi. Non. Ah bah ça on Ça sait dépend, pas. ça on sait pas parce que Lorenzo, ça reste le pilote le plus rapide qui est capable d'être le plus rapide sur le premier tour. Ouais. Donc s'il se met à l'abri, s'il part devant et qu'il arrive à s'y maintenir et qu'il a le rythme adéquat, c'est aussi ça le problème, où on met le curseur pour pas que les autres nous rejoignent, te rattrapent ou te doublent et que tu restes devant. Ça devient de la stratégie, quoi. Zarco, premier point. Ouais. Bah, on va dire symbolique. Symbolique. C'est lui qui l'a dit. Non, mais c'est ce qu'on discutait pendant la course. On aurait aimé qu'il finisse devant Paul, son coéquipier. Maintenant, il a fini devant Oliveira, qui au début de course c'était pas ça. Il finit dans les points. Heureusement qu'il finit derrière Oliveira, parce qu'Oliveira il part dernier quand même. Oliveira il cale sur la grille et il part dernier. Donc pendant longtemps, il était devant lui en course. Oui, enfin là encore, Oliveira a tapé dans les pneus les derniers tours, il a eu du mal, mais c'est quand même pas glorieux, même s'il finit effectivement qu'à 15 secondes, que c'est moins, ça fait 7/10 au tour, etc. Je pense que ça va. Faut pas oublier que les 2 dernières années, Zarco c'était l'homme du Qatar. Non, on n'est pas en train de lancer des fleurs à Zarco ou à KTM. Non, c'est pas. Non, on peut terminer dans les points. C'est pas. En fait, c'est pas Johan que. C'est pas Johan qui a à mettre en cause, mais c'est aujourd'hui, je pense, la KTM qui est vraiment loin du compte. Très très loin du compte. Bon, on est tous d'accord, je pense. Bah, moi, ce qui me gêne, c'est toujours de voir KTM derrière Aprilia, quoi. Parce que Aprilia, c'est quand même. Aprilia, ils sont là depuis très longtemps. Aprilia, ils ont fait des CRT, ouais. Non, mais ils ont fait même des RS Cube. Et puis bon, ils ont l'expérience des grands prix depuis très longtemps. Ils savent faire des châssis. Ce qui, je pense, est le premier problème de KTM aujourd'hui, avec leur châssis tubulaire qui est une enclume. Ça risque de prendre un moment, quoi. Ouais, à part réduire le diamètre du tube, tu peux pas faire grand chose, quoi. Suzuki quand même, super course de Rins. Et même de Mir. Ouais, bah oui, Mir, ouais. Mir au début il joue les avant-postes, bon il lâche un peu en course, mais Rins impressionnant, plusieurs fois il veut accélérer, il passe Dovi qui gérait la course, repasse devant et ralentit un peu la tête de course. Mais Rins, on voit que la Suzuki a progressé aussi. D'ailleurs, j'aimerais bien voir ce que ferait ce team avec une équipe satellite, mais bon, on n'en est pas là. Mais ils vont pas faire de la figuration cette année, je pense, Suzuki. Que ce soit Rins ou Mir, ils vont aller chercher des gros points, voire des victoires. Dès l'Argentine. Dès l'Argentine, je mets un petit billet sur Rins. Termas de Riondo. Ouais, c'est vrai que l'année dernière, il avait joué la gagne. C'est un circuit pour la Suze, là. Et vu comment elle a progressé, je pense que ça va être. S'il reste sur ses roues, ça va être un vrai client là-bas. Après, bon, on verra les conditions parce que c'est vrai que c'est un Grand Prix où on peut avoir. C'est un peu la pièce, quoi. On peut avoir arrivé là-bas avec une piste avec les vaches au milieu, donc ça peut être un peu la zone. Non mais du canapé, elle a l'air vachement polyvalente comme. Ça a toujours été le cas. Ça a toujours été. La Suzuki s'est toujours rapprochée de la Yamaha, d'autant plus depuis la dernière génération, le retour avec un 4 cylindres en ligne. Donc c'est une moto qui a un super châssis. Elle est facile, elle permet beaucoup de choses. Puis là ils ont
progressé un petit peu en moteur, pas suffisamment pour faire jeu égal avec la Ducati et la Honda, mais voilà, après un championnat c'est 19 Grands Prix, des circuits différents. Il y aura des circuits où je pense Rins alors, il risque de manquer un peu d'expérience, mais en tout cas je pense qu'il peut finir dans le top 3 cette année s'il se débrouille bien. Au championnat, ouais. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et avoir une nouvelle victoire Suzuki depuis 2016. Et je crois que ce serait la 3e, parce que du coup je crois qu'il y a eu que Vermeulen en MotoGP juste avant lui. Donc non mais voilà, ça peut être le retour de Suzuki et ce serait vraiment bien pour le championnat. Ouais. Donc il y aura un petit parallèle à tracer. Donc tu parlais d'Honda qui a quand même beaucoup travaillé sur le moteur. Et on voit que Ducati a travaillé sur l'aéro. Ducati, Ducati, on peaufine, on essaie d'inventer. Moi je trouve j'ai beaucoup d'admiration pour Daligna parce que je trouve que c'est un mec intelligent, il est malin, rusé, mais en tout cas il exploite, il cherche des choses quoi. Et les Japonais ils suivent aujourd'hui, ils suivent quoi. Enfin, s'il faudrait faire des comparaisons, je dirais que les Japonais ils essaient vraiment de travailler encore plus sur des systèmes qui sont déjà connus, des voies d'ingénierie classiques. Et j'ai l'impression que Ducati cherche pas des failles, mais vraiment d'autres manières d'aller plus vite. Ils sont beaucoup plus réactifs déjà. Bon, voilà, le problème des Japonais, on le connaît. C'est s'il y a une nouveauté, d'abord elle doit être validée au Japon par des pilotes qui roulent à 3 secondes des temps. Il n'y a pas de réactivité. Il y a une hiérarchie qui est lourde. Les Européens ils font autrement quoi. Et c'est vrai que les constructeurs japonais profitent de leur expérience, de leur histoire et de leur technologie, mais je pense qu'aujourd'hui ils sont en train d'être rattrapés par des gens qui sont plus vifs, on va dire. Un petit peu une culture. C'est surtout une culture quoi, une façon de faire, de fonctionner, de réfléchir qui est très différente quoi. Alors même si aujourd'hui la plupart des équipes officielles japonaises sont chapeautées par des Européens, puisque là on a parlé de Suzuki, derrière c'est Davide Brivio, chez Yamaha l'équipe est basée en Italie avec c'est Lynn Jarvis qui est à la tête de cette structure. Mais néanmoins, ça reste lourd, quoi. Ça reste lourd par rapport à Ducati. Alors après, on va voir ce que fait KTM, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Ducati, c'est un peu l'exemple, quoi. En tout cas, depuis que Daligna est arrivé, on est passé du noir au blanc, quoi. Ah bah oui. Avant, c'était touche pas mon châssis porteur, et là, tout change, quoi. Après, on va parler quand même de ce qui s'est passé après la course. C'est-à-dire qu'il y a eu une réclamation donc, de toutes les équipes sauf Yamaha donc, contre l'appendice aérodynamique qui est sur le bras oscillant de la Ducati, donc rejeté directement par les stewards de la FIM. Et je crois qu'il n'y a que Aprilia qui a fait appel. Je crois qu'il y a, je sais pas. Je crois qu'il y a qu'Aprilia, mais il faudrait confirmer. Je sais pas. Je pense qu'il y a eu appel. En tout cas, il y a eu appel et il y aura une nouvelle discussion qui va se tenir avant l'Argentine. Ouais. Pour que chacun défende son bout de gras. Est-ce que ça baisse la température du pneu ou est-ce que c'est un appui aéro ? D'après ce qu'on a vu, alors moi j'observe ça de mon canapé, mais d'après ce que j'ai vu, effectivement, ça serait que Yamaha avait utilisé un dispositif sur le bras oscillant, mais c'était pour la pluie, pour écarter l'eau du pneu arrière. Aprilia avait tenté de faire homologuer cet hiver un dispositif similaire pour l'aéro qui aurait été refusé. Et du coup, Ducati a mis un dispositif sur ce bras oscillant, mais eux pour refroidir le pneu arrière. Donc en gros, j'ai l'impression que c'est surtout de la terminologie. Il faut voir si ça refroidit vraiment le pneu arrière ou si ça sert plus d'appui aéro. En tout cas, la réglementation, c'est vrai qu'il y a un léger flou. Après, c'est le problème de sport mécanique. Il y a toujours des mecs plus malins que d'autres. Oui, bien sûr. Voilà, ça fait partie du jeu d'interpréter des règlements, mais c'est vrai que c'est toujours un peu délicat, on va dire. Ouais. Et la remarque, Michel, je crois que tu as fait sur un autre support, était intéressante de parler de Massimo Rivola, qui vient du monde de la Formule 1 et qui a intégré Aprilia. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, je sais pas si on est plus procédurier en Formule 1 qu'en en MotoGP, mais oui, je pense que c'est quelqu'un qui vient d'un milieu où
où les règlements sont étudiés à la loupe, alors que c'est vrai que en MotoGP, on a quand même, y a quand même un peu plus de folklore à ce niveau-là, quoi. On a souvent Une marge de manœuvre peut-être. Bah non, c'est même pas ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes, de team managers qui sont pas au fait des règlements, quoi. On a souvent vu des situations quand on parlait de l'Argentine l'an dernier, ce qui se passe au départ et personne ne sait trop. En fait, qu'est-ce que tu dois faire quand voilà, personne ne sait ce qu'il faut faire, quoi, parce que personne connaît le règlement sur le bout des doigts. Sauf Daligna qui se montre le plus malin apparemment. Voilà, après il y en a qui sont plus malins que d'autres, mais c'est vrai qu'il y a bon, le côté Formule 1 est peut-être un peu plus rigoureux, procédurier, je sais pas quel est le terme adéquat, mais enfin voilà. Alors après peut-être comme c'est les Italiens, ils se font la guerre entre eux, quoi. Tu crois? Je sais pas. Justement, je trouvais ça dommage de se dire c'est deux équipes italiennes. Les deux seuls Européens du plateau, ils se serrent pas les coudes face aux Japonais. Il y a Tublic KTM, là, ils sont 3 Européens. Non, mais c'est les Autrichiens, c'est différent. Enfin bon, de toute façon, ça va se régler. C'est où la FIM? C'est à Genève? Oui. Ouais. Ça va se régler à Genève dans les bureaux. Il y a énormément de sièges de fédération. Bah oui. Tapis vert. Ouais, sur tapis vert. Mais ça va peut-être se finir au tribunal arbitral du sport, même après. C'est bon. C'est possible. Putain, pas nous faire. Ouais, Marquez, il a pas besoin de ça. Hein. Ouais. Alors, s'il vous plaît. Après, est-ce que c'est ça qui fait gagner de 23 millièmes? Non, la course a été gagnée autrement. Bah oui. Ça s'est de toute façon, la course, Dovi au Qatar, c'est lui qui gagne, et puis point barre. Voilà. Surtout que c'est la même que l'année dernière. Donc, Exact. Est-ce que ça vaut le coup d'y aller en 2020 pour voir la même qu'en 2019? On va voir si c'est les mêmes pilotes, si tout se passe ce comme sera il les faut. mêmes pilotes, ils ont tous signé Oui, devant. mais on donc, ne sait jamais, on n'est pas à l'abri d'un. Ouais, c'est vrai. Donc, Tout peut arriver. On parle de la victoire de Dovi ou. Bah, je sais pas, tu veux dire quoi? Sur la victoire Bah, de Dovi? Vas-y, tu veux en parler, vas-y. Forza. Que la moto, on l'a déjà dit un peu, elle a continué à s'améliorer. Je pense que c'était considéré comme une des meilleures motos du plateau. S'ils ont réussi à augmenter un peu leur vitesse de passage en courbe, elle continue de s'améliorer. Elle est toujours puissante, elle accélère bien, vitesse de pointe intéressante. Dovi sait l'utiliser, je pense, comme elle doit rouler. Et puis là, il arrive à Tu gérer... roulerais pas avec une Ducati, toi? Non, mais... T'as vu la veste? On a vu un Lorenzo qui a eu beaucoup plus de mal à l'apprivoiser. Dovi la connaît depuis plus longtemps, je pense que ça joue beaucoup. C'est ce qui fait sa force, Ouais. je pense, aujourd'hui. Mais on a vu qu'il y a des Miller ou des Bagnaia qui s'adaptent. Enfin, Bagnaia, on n'a pas encore vu en course, mais qui s'adaptent relativement vite quand même. Donc voilà, belle victoire de Dovi, tout en gestion. Après, je pense que ça va être plus compliqué en Argentine et aux États-Unis. Peut-être en Europe à nouveau performer, mais je vois mal des bons résultats en Argentine. Quand je dis bons résultats, c'est des T'as premières pas l'air très optimiste, toi. Parce que j'oublie pas qu'il y a un extraterrestre qui s'appelle Marquez, quoi. Donc, Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas, parce que vous avez parlé de tous les pilotes blessés, Crutchlow, ça, faut pas oublier que Marquez revient quand même d'une grosse blessure aussi, et c'est vrai que la performance qu'il a fait en terminant deuxième à 23 millièmes de Dovi, c'est quand même une belle performance. Et puis quand tu parles d'Austin, effectivement, Austin, s'il est en forme déjà au Qatar, on peut imaginer qu'il plantera un nouveau drapeau là-bas, quoi. Donc voilà. On verra. Non, tu confonds, c'est pas Tu lui qui confonds, l'a. Non, mais c'est pareil, c'est son coéquipier. Mais il laissera encore une marque là-bas et son empreinte. Le Marquezland. Ouais, Lorenzo, donc il a annoncé la fissure, 3 semaines de récupération à peu près. Ouais. C'est vrai qu'il a carrément pas de bol. Ouais. Ce pauvre Putain, joueur. cette année. là, il a récupéré la moto de Pedrosa, hein, donc. Tu crois que c'est dans la moto? C'est dans la moto. C'est vrai que c'est une moto, par contre, quand on regarde, parce que là on parle des appendices aérodynamiques de la Ducat, Quoi? Non, mais vas-y. Tu vas parler de la selle à Lorenzo. Exactement, la selle en cuir. Non, mais je veux dire, en vrai, c'est une moto. Ah oui, cuir marron. oui. là. Alors, non, apparemment, c'est pas du cuir. On s'est renseigné avec Michel, c'est plus, on sait pas trop, du Ah, nylon. mais Quant à la Sturgis cet été. Alcantara, je pense. Non, c'est plus, apparemment, ça serait plus du nylon. C'est une matière synthétique. Une matière synthétique. Et ensuite, on voit aussi les. Comment dire? Alors, je sais pas comment on pourrait appeler ça, les supports pour les genoux. Qui sont apparus le vendredi soir. sur le côté carénage, du carénage. Ouais. Parce qu'il devait avoir mal au rotule à force de frotter. Qui sont apparus vendredi soir et qui ont été encore agrémentés le samedi matin avant qu'ils chutent lourdement. Donc bon. Ouais, il a chuté parce qu'il
pas par rapport à ses mousses, parce que la température de la piste était difficile. Oui, non, bien sûr, je parle pas de ça, je parle juste que Lorenzo a une moto qui bouge beaucoup, enfin qui évolue à chaque fois qu'il reprend la piste, donc voilà. Beaucoup de développement, quoi. Tu vas rajouter quelque chose, Michel, peut-être? Pas du tout. Non, Je te vois rigoler. C'est beau ce que tu dis. Est-ce que Aprilia va poser une réclamation pour ces histoires de mousse qui sont rajoutées ou pas? Je pense pas. C'est conforme? Je pense pas. Par contre, sur la mousse volante de Miller. Ah oui, ça faut en parler. Miller pas sanctionné alors qu'il balance des trucs en course, qu'il lève pas le bras. Enfin, j'ai fait un tout petit peu de piste, hein, mais s'il arrive une merde sur la moto en course, je lève le bras et je suis censé m'écarter de la trajectoire, quoi que ce soit. Lui, il arrache sa selle, il la balance sur Rossi. Ah, mais l'Australien en même temps. Ouais, c'est vrai. Ça excuse tout. T'as un permis Mais il est pas pénalisé quand même, je pense Oui, non, c'est vrai que c'est limite. Mais je pense qu'il s'est pas rendu compte. Je pense qu'il avait la rage de se dire que sa course allait s'arrêter assez rapidement alors qu'il avait fait des super essais. Un bon début de course. Un bon début de course. Il doit avoir bien les glandes et je pense qu'il a pas bien réagi, c'est sûr, mais bon. C'était au feu de l'action. Il avait pas envie de jeter sa selle dans la tête à Espargaro, quoi. Et tout le monde a regardé l'arrière de la Ducati, mais est-ce que vous avez regardé la roue avant? Le gros appendice qui est sur le bas là. Ah, sur le disque. Ouais. Oui. C'est pour. Alors j'ai deux suppositions. Soit c'est pour refroidir les étriers, soit c'est pour amener de l'air sur le radiateur. Non, parce qu'après ce qui se dit, mais c'est toujours, on sait pas vraiment déjà ce qu'est l'appendice sur le bras oscillant. Mais ce qui se dit, c'est que ça va de pair. À partir du moment où on a l'élément sous le bras oscillant, on a aussi l'élément à l'avant. Et ce serait pour augmenter l'effet de sol. Mais après, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on aura le fin mot sur l'histoire? On ne sait pas. Donc, voilà. Et encore une chose. Quoi? Bah vas-y. Le dispositif de démarrage du Ducati. Putain, ils ont bossé cet hiver, les gars. Avec le petit levier à tourner pour bloquer l'amortisseur arrière. Oui. Alors en enquêtant un petit peu, c'est Sherlock Holmes, j'ai pas encore pu prendre le truc en photo parce qu'à chaque fois je me fais Poirot plutôt. Là oui, avec voilà, ok. Donc en regardant de plus près, après c'est vrai que les mécanos ont tendance à me surveiller un peu ce que je prends en photo. Mais en fait, il y a un câble qui passe bien sous le réservoir, donc il va pas devant. Et ensuite, on arrive à apercevoir au niveau du link de l'amortisseur arrière quelque chose qui est relié à un câble. Donc voilà. Et ce qui se dit, c'est que en fait, un peu comme en motocross, je crois que ça existe déjà. En fait, le pilote se lève, se met sur les pieds et actionne cet élément-là. Ça bloque le link en position haute. Et à partir du moment, ça permet de faire des meilleurs départs. Alors après, voilà, moi je suis pas fort au niveau physique. Je suis pas convaincu que ce soit une bonne chose. Je sais pas si en bloquant l'amortisseur, ça permet de. Ça empêche l'écrasement de l'amortisseur. Ouais, mais après, si tu veux, tout est géré alors électroniquement ensuite derrière pour éviter justement les wheelies. Après, je sais pas. Faut voir. C'est vrai qu'en le mettant en position haute. En tout cas, si on voit le départ d'Ovier de Miller, c'est les meilleurs. Ça a l'air de fonctionner. Ça marche bien. Hein. Exactement. Donc il faudra voir. Mais pour moi, effectivement, c'est mis à l'arrière et il faudra que j'arrive à prendre l'élément en photo. Mais il y a bien quelque chose qui est relié sur le link à l'arrière. Bon. Et ça, c'est conforme au règlement? C'est pas électronique, c'est mécanique. C'est pas électronique, mais voilà. Donc il y a pas de. Voilà. Après aux autres pilotes, aux autres teams de s'adapter. J'ai cru. Alors après, il faudrait que je me renseigne. Là, pour l'instant, je peux pas confirmer. Je crois savoir que Pedrosa avait ça à l'époque, il y a très longtemps. Justement, à une époque, c'était le champion du all shot, Pedrosa. Ouais, et je crois que. Alors, je sais pas s'il avait cet élément-là à ce moment-là. Je sais pas si c'était pour l'arrière aussi. Mais je sais que Honda avait développé quelque chose pour l'aider à prendre les départs, justement, parce qu'avec son poids, c'était difficile de garder de la motricité. Exactement. Donc, à confirmer. J'enquête dessus, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me dit quelque chose, en tout cas, à cette époque-là. Donc, voilà. Ok. Bon, quelque chose à ajouter, messieurs? Superbike de Thaïlande ce week-end? Ouais, ce week-end, ouais. Bon. Ça va être bien. Bah oui. Du coup, concernant Superbike, ça a été officiellement annoncé. J'ai vu la news passer tout à l'heure. Donc toutes les positions de départ, les positions d'arrivée, les victoires donc, et les meilleurs tours en course seront comptabilisés officiellement comme dans les statistiques pour la Super Pole Tissot Race. Alors que c'était pas forcément le cas au début. Donc par exemple la victoire de Bautista dans cette course. Ça compte pas comme une victoire en World Superbike. Là maintenant, maintenant ça compte. Et le meilleur tour en course de Réa pour cette course-là compte aussi.
dans les statistiques. Ah d'accord. Ouais, ça permet de valoriser un peu la course Tissot Super Pole, parce qu'à l'origine c'était juste pour définir la grille de départ de la deuxième course, mais là effectivement quand on voit la course qui a été faite à Phillip Island, c'est vrai que ça peut être pas mal de valoriser en fait le résultat à la fin. Ça devient un peu folklorique le Superbike quand même, toi, non? Bah, je crois que l'année dernière il n'y a pas eu de réévaluation. Il faudrait demander. Et surtout, la question que je me pose, c'est est-ce que l'évaluation, elle est basée sur le meilleur pilote ou sur l'ensemble du plateau? C'est-à-dire que si t'as un Bautista qui écrase tout et que t'as 3 pilotes qui sont aux fraises, est-ce que tu réévalues? C'est sur la Ducati en fait. Là, c'est à partir du moment où la Ducati V4R, et si elle performe, si elle fait trop de podiums, si elle fait trop de victoires, elle est c'est intimement lié à la qualité de tes pilotes. Si tu prends Bautista et puis 3 tocards, t'auras Bautista qui va tout gagner et les mecs qui vont faire 17, 18, 19 quoi. C'est sûr, après normalement c'est lié à la moto, c'est pas lié aux performances du pilote. D'accord. Donc là typiquement Toprak il a la même moto que Rea, donc après et normalement l'Averti a la même moto que Bautista, donc c'est vrai que ils sont pas dans les mêmes teams non plus. Ils sont pas dans les mêmes teams, c'est pas les mêmes infrastructures derrière, mais ça reste la même moto que tu peux acheter dans le commerce, donc c'est pas un prototype qu'on peut avoir comme en MotoGP, donc la réévaluation elle se fait sur le plateau, sur les performances moto et pas sur le pilote. Exactement. Donc ça permet de contrebalancer un peu les performances de certains des constructeurs par rapport à d'autres, donc bah à la fin c'est Rea qui gagne. Pas Phillip Island en tout cas. De toute façon, il l'a dit, Rea, que pour l'instant c'est pareil qu'au Qatar. Pour l'instant, c'est pas la première course. Il faut pas se baser sur la première course. Il faudra attendre le retour en Europe à Aragon. Quand tu vas enchaîner, de toute façon, c'est là que les différences se font. Hein. Exactement. Bon, sur ce, merci. Rien d'autre à ajouter Je pense qu'on a peut-être pas tout dit, mais presque. Hein. Non, mais après, faut pas oublier les records. Hein. Vas-y, les records. Allez, Morcelin, vas-y, balance les records. Combien de bières t'as bu alors? Non, là-bas au Qatar, 0, puisque de toute façon c'est interdit. Même les Nestrella Galicia? J'ai pas fait attention dans le paddock s'il y avait Par des contre, t'as bien mangé. Hein. Oui, j'ai mangé des bons couscous. Non, mais après. Même si Dovi, imaginons qu'il soit disqualifié, le top 15 restera toujours le plus serré de l'histoire en MotoGP. Donc là, effectivement, on a 15 secondes entre le premier et le 15e, donc Zarco. Donc ça reste une course très serrée. Bon, après, les circonstances font que effectivement la course a été peut-être un peu moins rapide. Ça a été plus une course d'attente que d'autres, mais ça n'empêche pas que la course est très serrée. On voit même que Fabio, même en partant de la pit lane, arrive à terminer à 15 secondes aussi derrière. Donc voilà. On a le top 10 aussi, le deuxième top 10 le plus serré de l'histoire après Brno l'année dernière. Après le podium, la victoire aussi, c'est pareil. Ça rentre dans les top 10 des podiums les plus serrés, dans le top 10 des victoires les plus serrées. Donc là on a affaire à un championnat qui fête son 70e anniversaire cette année, qui se porte plutôt bien. Donc, qui m'a l'air très serré, Thomas. Exactement, qui a l'air très serré. Mais ça, on l'observe après dans toutes les catégories. Il y a peut-être un petit peu moins en moto 2 pour l'instant, mais on voit qu'en moto 3, là, on a aussi un classement très serré. Donc voilà, c'est vrai que là, c'est passionnant à suivre. On se souvient quand même des années avant CRT où il y avait que à peine 15 pilotes en piste. C'était compliqué. Je m'en souviens là pas, maintenant, là, ce qu'a fait la Dorna avec la mise en place des CRT puis des Open, ça a permis de susciter l'intérêt d'autres constructeurs, d'avoir et donc maintenant. Puis le rééquilibrage des performances. Tout à fait. Et il se fait pas artificiellement en plus. Non. C'est aussi ça l'intérêt. Exactement. Après, le règlement, il limite beaucoup. Si on prend l'électronique unique, si on prend pareil les ailerons où on n'a pas le droit les carénages aérodynamiques où on n'a pas le droit de faire plusieurs mises à jour durant la saison. Voilà. La centrale inertielle unique. Qui fait son apparition cette année, même s'il n'y a jamais eu de triche avérée entre guillemets, il y a toujours eu une suspicion éventuelle en tout cas une porte d'entrée pour certains constructeurs de faire. Possibilité quoi. Mais là, on voit aujourd'hui que ça n'a pas désavantagé ou avantagé d'autres constructeurs. Donc voilà. Après, maintenant, tout se joue. On le voit sur des appendices aérodynamiques, sur d'autres choses qui sont pas forcément liées au moteur ou à l'électronique. Mais bon, ça a l'air de. Voilà, on voit que Ducati innove, d'autres innovent un peu moins. On verra par la suite si les autres copient. Voilà. Bon, ouais. Ouais, il y a d'autres records. Vous nous parliez. C'était les grands débuts de Canal+. Ouais. On peut dire un petit mot. Apparemment, ils ont fait des bons scores d'audience. Je sais pas te dire.
C'est ce qu'on a entendu dire, donc ce sera pas. Voilà, mais ils ont fait des bons scores. Non, mais par contre, oui, moi, il y a beaucoup de gens qui suivent la F1 au boulot qui se sont dit, tiens, par curiosité, je vais me mettre devant la moto et qui m'ont dit, ouais, c'est pas mal. Et je dis, bah oui, c'est plutôt bien. Tout se joue pas dans les stands. Bah oui, voilà, enfin, surtout quand t'as un final comme on a eu là, où tout se joue au dernier tour. Enfin, moi, j'étais. Enfin, le virage 10, là, le grand gauche. Où Marquez passe et après Dovi recroise, enfin c'était super beau. Bon, c'était la même que l'an dernier, mais c'était quand même super beau. Oui, bien sûr. C'est un super. C'est même, ça s'est fait plusieurs fois sur plein de circuits différents ce genre de. Ah oui, ce genre de truc, ouais. 4-1, il me semble, 4 pour Dovi et 1 pour Marquez. Ouais, je crois sur que ce genre d'action. Si on prend l'Autriche, si on prend Motegi, si on prend, il y a eu pas mal. Ouais, après enfin moi Marquez m'intrigue sur ce genre de parce qu'il sait très bien que ça va pas le faire, mais j'ai du mal à comprendre la prise de risque. Parce qu'il dit clairement, voilà, il faut que je le fasse. En fait, il sait qu'il va faire deuxième, mais il tente un truc improbable, en prenant le risque de se mettre, les deux sur par le terre, toit, et enfin déjà lui et de perdre 20 points, quoi. Ouais. Ouais, il a plus à perdre qu'à gagner et il le tente parce quand que même. là, encore une fois, c'est même pas dire allez, j'essaye, ça va peut-être le faire. Là, il sait très bien que ça le fera pas. De toute façon, c'est impossible que ça le fasse. Mais il va quand même. Donc, c'est vrai que c'est presque. Voilà, il entretient un peu son image et. Ouais, je suis pas sûr que ça soit hyper mal, hein, mais bon, bref. C'est comme ça, c'est la marque de fabrique Marquez. Ouais. Mais enfin, au final, ça peut lui. Enfin, j'espère que ça sera pas le cas, mais tout ça peut lui coûter cher, quoi. Déjà, bon, ses problèmes d'épaule, c'est quand même pas mal lié à ses chutes à répétition. Voilà, bon, là, il a été opéré, on lui a bloqué un peu l'épaule, on lui a mis une cale, etc. Mais c'est vrai qu'il joue quand même beaucoup avec le feu et voilà, il a 25 ans, ce garçon, 26, pardon. Ouais. Voilà, bon. Mais il devrait un petit peu plus réfléchir quand même. J'ai une question. Le jour où Marquez arrête de faire ce genre de dépassement, est-ce que c'est encore le Marquez qu'on connaît? Je veux dire, moi j'ai toujours connu. Non, mais tu peux dépasser en prenant des risques, mais là quand tu sais pertinemment que de toute façon t'es trop loin, ton pneu avant il est cuit, tu pourras pas être en mesure de sortir pour accélérer. Je veux dire, Dovi là il s'est frisé les moustaches. Il y a eu d'autres dépassements où c'était ça pouvait jouer, quoi. Là, Gérard Dovi, il s'est pas affolé, il a laissé passer, il savait que voilà, il repique à l'inter, il met gaz et c'est gagné, quoi. Surtout avec la ligne droite là du Qatar. Mais Marquez il finit pas non plus à 2 secondes avec sa manœuvre, il finit à 23 millième. Oui, non, mais enfin, il sait qu'il peut pas finir devant, quoi. Je pensais, parce que bon, il répète à l'envie quand même, voilà, je prends moins de risques, je veux moins tomber, parce que bon, ça reste quand même le pilote qui tombe le plus. C'est vrai qu'il a. Alors c'est un chat, il tombe, il se fait pas mal, mais même sans se faire mal, il se maltraite. Et un sportif, quand il doit gérer une carrière, il faut quand même à un moment donné penser aussi au temps qui passe. Je suis pas certain que même si l'envie est là, il puisse faire une carrière aussi longue qu'a fait Rossi, parce que Rossi s'est quand même économisé physiquement, quoi. Alors il a peut-être eu aussi beaucoup de chance de pas se blesser, ça c'est autre chose. Mais bon, pour durer, Marquez devrait penser un peu à s'économiser, je pense. Sur le long terme, ça peut, sa prise de risque permanente peut lui coûter. Bien sûr. C'est vrai qu'il y a eu, si on se voit les 2 chutes qu'il a fait samedi, je crois, en tout cas une des 2, c'est vrai qu'elle était quand même assez violente. Et c'est vrai, bon, voilà, sachant qu'il a encore une épaule un peu fragile, ça aurait pu lui coûter très cher. Bon, sur ce, merci Michel. Merci à vous. Merci Michel. Merci Thomas. Merci aussi à vous. Merci Thomas. Merci à tous. Et puis on se retrouve après l'Argentine. En espérant une belle course. Bon, comme d'hab. Voilà. Il se passe toujours quelque chose en Argentine quand même. Ouais, au Texas aussi d'ailleurs. Un petit duel. Généralement c'est Marquez qui gagne là-bas. Un petit duel Marquez-Rossi en Argentine. Pas l'amour. Allez, c'est vrai qu'il s'est passé quand même pas mal de choses récemment. Il se passe toujours quelque chose là-bas. Ciao. Ciao. Allez, bye. Bye.